Dans un bar au camp Katindo, au quartier Mabanga Sud, dans la ville de Goma, au Nord Kivu, qu'a eu lieu cette explosion dans la soirée du jeudi 7 avril 2022. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, qui a visité ce lieu touché ce vendredi 8 avril 2022, estime qu'un engin explosif improvisé pourrait être à l'origine de l'explosion. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagrations, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé, que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Que la population ne cède pas à cette terreur-là et que nous sommes sur les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'attroupements comme nous sommes de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'attroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sache se comporter devant des EZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Rappelons que la province du Nord Kivu est sous état de siège depuis plus d'une année des suites de l'activisme de groupes armés. Lors de 5 dernières années, on s'est retrouvé dans un forum pareil. Pas plus de 5 fois. Les présidents fédéraux, communaux et les responsables des structures spécialisées du Mouvement de libération du Congo MLC ont pris part ce vendredi 8 avril 2022 à une réunion convoquée par Fidel Babala, faisant fonction du secrétaire général sur le système électoral. Des experts du MLC en matière électorale, conduites par Jean-Paul Ekpundu, étaient invités à ces assises pour éclairer leur religion sur cette épineuse question. Dans son exposé sur cette problématique, Maître Serge Pandi a indiqué que pour conquérir le pouvoir en 2023, il faudra avoir des candidats aux législatives tant nationales que provinciales capables de mobiliser les membres et de les fidéliser pour avoir un résultat satisfaisant. Et pour ce faire, il faudrait identifier et engager des témoins qui pourront, de commun accord avec des structures spécialisées, procéder au contrôle des résultats des votes. L'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir par voie démocratique. Alors il est très important de comprendre les mécanismes techniques qui peuvent faire conquérir le pouvoir dans un régime politique et dans un système électoral bien défini. Aujourd'hui, j'ai eu l'initiative parce que nous avons pu discuter, nous avons pu voir au travers de notre passé électoral aux données que nous avons, comment rectifier le tir pour que dans le scrutin de 2023, qui sera le rendez-vous de notre 4e cycle électoral, le MLC puisse gagner davantage et puisse renfler davantage les élus qu'il a pu obtenir en 2018. Valentin Guérengo, président interfédéral, revient sur la motivation de la tenue de ces assises. Parti politique, nous préparons nos cadres pour aller aux élections. Alors pour aller aux élections, nous avons invité les experts électoraux
pour nous parler de la matière électorale. Ils nous ont expliqué comment le système électoral se présente et nous avons profité de cette matière pour intégrer les partis politiques afin que pendant la campagne et au finish aux élections, que nous puissions obtenir beaucoup de sièges. Voilà pourquoi nous avons appelé les 4 partis aujourd'hui pour leur expliquer comment vont-ils se comporter pour prétendre demain gagner les élections. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba, affûte déjà ses armes pour gagner la prochaine bataille électorale. Chef de travaux et chercheur en gérontologie, diabétologie et maladies métaboliques de surcharge. Je viens de la fédération du Grand Nord, Kivu 2, plus spécialement de Butembo. Dans le cadre du partenariat entre le MLC, Fédération du Grand Nord Kivu 2, et la Fondation Moussaoui Georges, nous sommes en train de mettre sur pied le projet de construction du pavillon d'odontostomatologie. Ce pavillon est baptisé pavillon d'odontostomatologie, Son Excellence Jeannot Bemba Saolona. C'est en fait dans le but de participer à la pérennisation du nom et de la mémoire ainsi que de la vision de cet illustre disparu, figure emblématique de la politique congolaise. Son Excellence a été plébiscité pour 2 raisons. La première, c'est pour sa compagnie d'aviation, Sibé Zahir à l'époque, qui a désenclavé toute la République et a facilité le développement, le commerce à travers toutes les entités de la République du Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo. La deuxième raison, Son Excellence Jeannot Bemba Saolona a été plébiscité chez nous à Butembo Beni à travers son activité industrielle NRA. À travers cette activité industrielle, Son Excellence Jeannot Bemba Saolona a donné de l'embauche à beaucoup d'autochtones. Aussi, à travers son activité, il y a eu l'émergence de l'agriculture, notamment la culture du café et la transformation du bois, ce qui a entraîné et continue à entraîner, n'est-ce pas, les revenus au sein des ménages des autochtones dans la région de Butembo Beni. C'est donc cela qui nous a motivés à initier le pavillon d'odontologie, Son Excellence Jeannot Bemba Saolona. Et nous sommes très rassurés que ce pavillon va réussir parce qu'il y a déjà l'autofinancement de la Fondation. À l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 7 avril 2022 à l'Assemblée nationale était inscrit, entre autres points, l'examen et vote de projet de loi autorisant la ratification de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées, examen et vote de la loi autorisant la ratification de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et les RDC, 2 textes de loi défendus par le vice-ministre de la Justice, Amato Baïba-Siré, en l'absence de la ministre d'État en mission. Il s'agissait aussi de l'examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et l'exploitation du pont-route rail sous le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg entre la RDC et la République du Congo, dont la défense a été assurée par le ministre d'État en charge du plan, Christon Mwando. L'examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'admission de la RDC en qualité de membre associé au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Examen et vote du projet de loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Examen et vote du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, lesquels ont été défendus par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
Après les réponses des ministres sur le banc, la plénière a déclaré recevable les 6 projets de loi, dont 2 envoyés à la commission mixte PAJ ECOFIN, Défense et Sécurité. Il s'agit du projet de loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et le projet de loi relatif à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Un délai de 15 jours a été accordé à la commission à dater de ce vendredi 8 avril 2022. Les 4 autres ont été examinés et votés séance tenante, moyennant les amendements des élus du peuple. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les 6 projets de loi sous examen. C'est une bonne loi, c'est une bonne initiative. Enfin, on s'est dit, bon, donc, nous, notre population, et même nous-mêmes, nous voyons bien qu'il y a les blanchiments des capitaux. Nous soupçonnons les blanchiments des capitaux. Et c'est bien qu'on puisse légiférer là-dessus, qu'on puisse ratifier ces lois-là pour nous, c'est une bonne chose. Seulement la question qu'on se pose, est-ce que dans ces lois-là, ou surtout dans la mise en application, est-ce qu'on aura vraiment la politique de nos moyens? Est-ce qu'on sera vraiment capable d'identifier les auteurs de ces blanchiments des capitaux? Est-ce qu'on sera réellement capable de stopper ces mécanismes de blanchiment des capitaux? Parce que l'enrichissement sans cause dans notre pays, c'est vraiment un phénomène récurrent. Et on trouve surtout dans les grandes villes. Il y a beaucoup d'enrichissement sans cause. Quelqu'un peut être là, il est fonctionnaire, il occupe un petit poste. Même s'il est cadre, on sait qu'est-ce qu'on paye aux fonctionnaires. Mais vous allez voir un fonctionnaire qui chaque mois est capable de s'acheter une maison ou de construire, qui peut avoir 5 ou 6 chantiers, pour vous poser la question comment ça se passe. Donc, vraiment notre inquiétude reste de savoir comment ça va être appliqué, si on sera réellement capable de stopper les blanchiments des capitaux et de lutter contre le financement du terrorisme. Parce que sinon, surtout quand on entend les nouvelles de ce qui se passe à l'Est, nous avons l'impression que c'est difficile de pouvoir contrôler ce secteur. Mais si vraiment, par la grâce de Dieu, nous arrivons, après avoir légiféré, dans les mesures d'application, on arrive à stopper ces phénomènes, ce sera vraiment une victoire pour la RDC. Nous sommes en train d'interpeller justement les gouvernements pour dire que c'est important qu'on puisse avoir des mesures d'application, parce qu'une loi sans mesures d'application et surtout sans sanction, ça ne donne absolument rien. Donc nous espérons vraiment que toutes les institutions qui sont impliquées pour la mise en application et pour les sanctions, que toutes ces institutions vont être impliquées là-dedans. Et nous, bien sûr, les parlements n'allons pas nous fatiguer, nous reviendrons pour voir comment est-ce que c'est appliqué. Et nous serons encore capables de ramener les différents ministres sectoriels pour qu'ils nous disent pourquoi ce n'est pas appliqué. Donc c'est un travail que nous faisons ensemble. Le gouvernement a ses responsabilités, nous aussi nous avons notre responsabilité. Les élus de la RDC, députés nationaux et sénateurs ont été utilement sensibilisés sur l'impact réel de la sécurité alimentaire, gage d'une bonne protection des populations africaines. L'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, à travers son point focal, la députée nationale élue de Boudjala, Annie Mombunza, s'assigne des grands objectifs à la hauteur de la dimension du pays continent que la République démocratique du Congo. L'objectif global de la journée de sensibilisation est d'amener la communauté parlementaire de la RDC, en tant que garante des engagements politiques et économiques, à jouer un rôle plus accru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle afin de contribuer au développement inclusif et durable du pays et à l'atteinte du défi fin zéro d'ici 2030. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbossonkodia-Pwanga, croit en la pertinence de ces projets et a assuré l'accompagnement du Parlement de la RDC en vue d'atteindre des résultats escomptés. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter Monsieur le Président en exercice et Monsieur le Secrétaire général de l'Alliance pour le choix porté sur les thèmes de cette journée, à savoir la sensibilisation des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour les efforts déployés
afin d'amener nos gouvernements à mettre en œuvre les politiques nationales à même de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre sous-région de l'Afrique centrale. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est rendue ce jeudi 7 avril 2022 à la direction d'assainissement de son ministère situé à la 7e rue Lumété résidentielle. F. Bazaïba Massoudi a voulu se rendre personnellement compte des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cette direction. Un échange direct sur le problème et les difficultés, mais surtout des perspectives pour cette direction capitale dans le travail de l'assainissement des villes du pays. Aussi, la vice-premier ministre F. Bazaïba a rappelé les exigences de l'observance des règles de bonne gouvernance face aux soupçons de corruption et concessions relevées. Vous devez bannir actes de corruption et surtout travailler dans la conscience pour l'intérêt du pays. Vous êtes le bras technique en matière d'assainissement. J'attends de vous des résultats concrets en termes de travail. En même temps, comme nous l'avions promis, nous n'aménagerons aucun effort pour l'amélioration de vos conditions socio-professionnelles, a rappelé F. Bazaïba Massoudi devant les agents et cadres. Aujourd'hui, vous touchez vos primes et même le rappel. Vous en êtes fiers et cela nous encourage davantage, dit la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le jour où j'étais venu, na Ibisaki Bino Bozali, direction et assainissement, Bobanda Liboso, programme national et assainissement. Comme il est la direction normative. Bon, Bino ne Bozali chargé na assainissement pour Namboka. La prime signifie quelqu'un qui travaille bien, on lui donne une prime. Vous ne méritez pas de prime. Parce que, en plus de ça, il y avait même des matériels. Même si Moutouke Koufagika Makambo a pneu, mais j'ai trouvé ici ba matériel, na makambo ya ba kisi ba biloko ya ba pompa ka ba kisi biloko tozala na ngokala ya ba hygiene wana ne ba nyama yozo tambola biso na nzoto. Bozala na ba kisi awa na kuti na dépôt awa ba biloko da intrant ebele ya assainissement. Mais bosala kate bofandi. J'étais scandalisé. Alors, vous ne méritez pas de primes. Mais à côté de ça, j'ai essayé de me mettre à votre place. Il faut des moyens. Tous en a besoin de carburant. Partenaire, tous en a besoin de bongisa mutu cannabis. Tous en a besoin de boena prime. Collation. Ceux qui ne savent pas na terre. Je l'ai fait. Vous avez eu votre prime. Et même des arriérés. Ce qui est au Salema, vitesse et administration, 43 ans de besoin de problème, na quelques années. Moi, je n'ai que 8 mois au gouvernement. Mais na quand il y a 8 mois, on a besoin de rappel déjà à Bassanza et Belé. La situation s'est déclenchée et s'est décantée. Et banaki ndengenini, droit na bino, c'est votre droit. Droit na yo, au baloli ango et commis corruption. Tala batubazo bebisa. Fonctionnement, il y a administration, il y a l'État, il y a moi. Moi, j'ai construit ma crédibilité goutte par goutte. Des années, je ne blague pas avec ma crédibilité. Et puis, nous sommes très allergiques à ma cambetali détournement, à ma cambetali corruption. Donc, ceux qui ont collé à moi, on perdre moussala na yo, na ko tolérer en côté. F. Bazaïba Massoudi, qui avait à ses côtés le secrétaire général du ministère Benjamin Tohirambe, a invité les agents et cadres de la direction d'assainissement à éviter les actes qui peuvent compromettre le bon fonctionnement de cette direction tout en promettant des sanctions contre tous ceux qui font enfreindre les règles de la bonne gouvernance. En exécution de l'arrêté du ministre Chérubin Okende, le secrétaire général au transport Dona Bagoula a organisé sous la supervision du vice-ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement Marc Ekila la cérémonie de remise et reprise entre le comité entrant et le DGAI suspendu de l'OGFREM. Lens Kamwania, directeur général intérimaire entrant, a, dans son mot de circonstance, remercié les autorités de tutelle pour le choix porté sur sa personne tout en promettant de travailler pour l'intérêt de l'office. Nous ne sommes que des intérimaires. Nous avons été désignés pour assurer la continuité de la gestion de cet office et il peut plaire à l'autorité suprême de désigner à titre définitif des mandataires
qui pourraient être d'autres personnes qui ne sont pas nous ou qui sont peut-être dans cette salle, qui le sait. C'est ainsi que on n'est pas là dans une attitude de triomphalisme pour dire c'est un cas ou contre un autre qui a gagné. Nous sommes là juste pour dire on a été appelé à assumer un certain nombre de responsabilités pendant un certain moment et nous devons nous montrer dignes de mériter la confiance que les autorités ont pu placer à nous. Olivier Manzila, DGI suspendu, a quant à lui lancé un appel à tous les agents de l'OGEFREM de poursuivre avec le travail comme d'habitude. Prenant la parole à son tour, le vice-ministre des Transports, Marc Ekila, a insisté sur le rôle que doit jouer l'OGEFREM dans l'intérêt supérieur du pays. Au nom du chef du gouvernement, Jean-Michel Chama Lukonde Kenge, au nom du ministre du Transport, disais-je déjà à l'introduction, c'est bien aucun de Senga et au mien propre. Mes félicitations au nouveau DG. Installons la collaboration, alors franche collaboration. Et ça va permettre à tout le monde de gagner. Chacun là où il est, qu'il pose des actes qui vont faire avancer le GFM. Et nous, de notre côté, nous poserons toujours des actes qui vont non seulement faire avancer le GFM, mais aussi et surtout protéger le GFM de la disparition des établissements. Le vent tumultueux qui a soufflé pendant un court moment à l'OGEFREM est donc passé. Le travail se poursuit à cet office. Des voix s'élèvent à l'OGEFREM après la suspension du directeur général intérimaire Olivier Manzila par le ministre des Transports. Pour Blaise Pascal Banzoa, permanent syndical, la décision de Chériban Okende est irrégulière et va à l'encontre des instructions lui données par le Premier ministre Sama Lukonde qui était contre les ingérences de la tutelle dans la gestion de cet établissement public. Il faudra préciser que depuis le 2 mars 2022, le personnel de l'OGEFREM protestait contre les ingérences, les immixtions de son Excellence Monsieur le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement dans la gestion quotidienne de l'OGEFREM. Et il relevait certains faits qui prouvent cette ingérence, tels que la décision du ministre de présider le comité de direction. C'est une ingérence. La décision du ministre d'imposer la résiliation du contrat avec un mandataire spécial, c'est de l'ingérence. Raison pour laquelle, depuis le 2 mars, les agents observaient cet arrêt de service, pas une grève, mais un arrêt de service. En dépit de la volonté du personnel de négocier, parce que c'était un conflit spécial qui n'était pas un conflit normal du travail, c'est un conflit de l'OGEFREM avec son ministre, puisque le ministre n'ouvrait pas un dialogue sincère, les agents ont décidé d'écrire au Premier ministre. Et le Premier ministre, le 18 mars, a écrit pour dire au ministre du Transport que vos décisions devraient être reconsidérées. Parce que pour le Premier ministre, il avait trouvé que ces décisions-là violaient les statuts de l'OGEFREM. Il a demandé au ministre de le reconsidérer. Malheureusement, il s'est fait qu'aujourd'hui, les DGAI, Manzila a été suspendu, le ministre s'est appuyé sur les décisions auxquelles le Premier ministre lui avait demandé de reconsidérer. Mais nous nous posons la question, si le Premier ministre qui les gère a déjà considéré ces décisions comme non malvenues et ne les a pas acceptées, il a demandé de les reconsidérer. Comment le ministre pouvait encore se baser sur ça pour suspendre le directeur général? Ce qui fait qu'il se pose un problème sérieux du respect des statuts de l'OGEFREM. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on a nommé de nouveaux mandataires que nécessairement le problème est aujourd'hui. Non. Pour le syndicat, le problème principal, c'est le respect des textes. On peut nommer, mais si les ministres demeurent dans les ingérences, dans les injonctions, rien ne marchera. L'octroi du passeport diplomatique à l'acteur de cinéma Jean-Claude Van Damme ne souffre d'aucune violation. Ces propos sont de Joseph Koy, spécialiste de questions diplomatiques face à la polémique qui y règne. Le président de la République, conformément au décret qui a été signé en 2009 par le Premier ministre Mozito à son temps, a
observer, comme toujours, l'article 8 de ce décret qui veut que le président de la République, le Premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères puisse décider de l'octroi d'un passeport diplomatique. Cela peut être donné à un sujet congolais ou à un sujet étranger dans les seuls buts de défendre les intérêts de la République. Je ne vois aucune faute, je ne vois aucune violation de la loi. Le président de la République a agi conformément au texte de la République. S'agissant de la nature du passeport diplomatique, le passeport diplomatique est octroyé pour notamment faciliter la circulation de son bénéficiaire, faciliter les échanges notamment commerciaux, faciliter dans le cadre des procédures douanières. Donc, les bénéficiaires d'un passeport diplomatique est exempté de toutes ces tracasseries-là. Et dans le cas d'espèce, le président de la République qui veut nouer des relations avec une personnalité internationale de renommée, M. Jean-Claude Van Damme, il a décidé de pouvoir lui octroyer des passeports diplomatiques pour garantir une bonne circulation, pour permettre à ce que M. Van Damme puisse, là où il est, partout il va se présenter, qu'il ne puisse pas souffrir autant et que cela soit dans l'intérêt de la République. Donc on doit éviter des spéculations, on doit éviter de tromper le peuple congolais, on doit éviter de pouvoir discréditer le président de la République, discréditer les institutions de la République, parce que c'est le président Tshisekedi qui l'a fait et que tout le monde n'aime pas Tshisekedi.